Ok, Monsieur Zawati, on va peut-être commencer doucement. Peut-être d'autres. Vous êtes là? Oui. Il est possible que d'autres adhérents nous rejoignent en cours de route. Ça arrive fréquemment. De toutes les façons, si nous sommes aussi peu, on ne vous retiendra pas trop longtemps, hein. On arrêtera vers 10 heures, 10 heures et quart maximum. C'est comme vous voulez. Moi, peut-être Hmm. si vous avez des questions particulières sur lesquelles vous voulez qu'on commence. Tout à fait. Samoria, Béatrice, est-ce que vous voulez poser une question ou est-ce que j'en pose une moi-même? Comment? Ok. Vas-y, si tu veux commencer, et puis, Parfait. Aujourd'hui, la finance verte est accusée enfin, on entend parler beaucoup de greenwashing. Est-ce que, selon vous, Monsieur Zawati, comment dire, ça correspond à votre constat ou est-ce que c'est plus nuancé que cela? Est-ce que vous pourriez nous parler de ces accusations qui sont régulièrement formulées un peu contre l'industrie ou contre les grandes institutions financières? Alors, plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est est-ce qu'il y a du greenwashing? La réponse est oui, et il est même assez massif, en fait, on va dire, parce que on a, mais c'est un peu le revers de la médaille du succès de la finance durable, d'une certaine façon. C'est-à-dire que on est passé d'une époque où il y avait quelques acteurs pionniers qui se battaient pour essayer de faire comprendre qu'il y avait des choses intéressantes à faire dans ce domaine-là et que voilà, qu'il fallait que la finance se bouge. Et on est passé de cette situation-là à une situation où il y a une généralisation massive de la prise en compte des critères environnementaux et sociaux. Donc, et donc du coup, ce qu'on appelle ce mainstreaming, cette généralisation, elle s'est faite probablement très vite, trop vite, et avec énormément de passagers clandestins qui prétendent aujourd'hui s'intéresser aux critères environnementaux et sociaux, mais qui le font de façon extrêmement light, pour une petite partie de leurs actifs, ou en tout cas en conservant la même philosophie qu'ils avaient précédemment, c'est-à-dire sans vraiment changer leur portefeuille ou leurs actifs. Donc voilà, donc concrètement, oui, on a effectivement, et donc ça se voit, c'est assez facile à le voir. Quand vous regardez les actifs, les montants qui sont aujourd'hui prétendument gérés sous forme responsable, que ce soit les montants des PRI par exemple, que ce soit les montants qui sont annoncés dans la Glasgow Alliance GFANS, que ce soit les montants qui sont annoncés comme labellisés ISR en France, vous avez à chaque fois des montants considérables qui représentent une très grosse partie de l'industrie, quasiment, enfin si on écoute ces chiffres-là, on se dit qu'il y a plus de la moitié de l'industrie aujourd'hui qui est de l'investissement responsable. Et évidemment, si c'était vrai, ça serait magnifique, mais ça ne l'est pas, parce que, enfin, on voit bien que les conséquences de ça sont relativement limitées. Donc c'est ça aujourd'hui cette situation, et donc c'est assez compréhensible qu'on ait ces attaques contre le SG et sur le greenwashing, et d'une certaine façon, je pense qu'elles sont nécessaires, ces critiques, parce qu'elles poussent aussi la réglementation, les régulateurs à agir et à essayer de justement contrôler un peu ce qui se passe et de s'assurer qu'il y a une bonne information des investisseurs et qu'il y a suffisamment de transparence. Donc ça, je pense, assez important. Après, donc ça, c'est, je dirais, un peu un constat global. Après, le problème qui se passe aujourd'hui enfin maintenant depuis quelques mois, c'est que ce sujet, au-delà des attaques qui sont, disons, pertinentes sur la question du greenwashing, ce sujet est en train de devenir un sujet extrêmement politique, euh, hyper politisé, notamment aux États-Unis, où vous avez aujourd'hui, enfin, c'est devenu un des sujets du débat politique des midterms américains. Enfin, c'est juste, ça paraît un peu, c'est étonnant, mais c'est le cas. C'est-à-dire que notamment du côté des républicains les plus radicaux, on considère l'ESG comme quelque chose d'absolument monstrueux, comme un complot de gauchistes voulant détruire l'économie. Et donc, il faut s'attaquer à ça. Et donc, voilà. Donc ça devient extrêmement politisé, et ça s'est traduit notamment
par cette action du gouvernement de l'État du Texas, hein, qui a décidé de boycotter donc un certain nombre d'institutions financières sous le prétexte que ces institutions financières avaient décidé d'exclure les énergies fossiles d'un certain nombre de leurs fonds. Alors c'est un peu, si c'était pas tragique, ça serait drôle. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui finalement la grande bataille concernant le l'ESG, c'est entre le gouverneur de Floride et BlackRock. C'est pour le moins amusant. C'est-à-dire que on est quand même dans deux représentants d'un même monde en fait en réalité, hein, d'un monde économique très très largement carboné et gouverné par les fossiles et qui là se met en scène en quelque sorte un combat qui en fait en réalité n'en est pas un quoi, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de différence majeure philosophique entre je pense entre le gouverneur du Texas et BlackRock sur les sujets de la finance durable, hein. Donc voilà un peu la situation aujourd'hui. Donc une situation extrêmement politisée qui s'appuie sur des critiques qui sont fondées et dont on ne peut sortir que, je dirais, avec plus de régulation, plus de transparence et une véritable compréhension de la sincérité des acteurs financiers. Et c'est là où je pense que le problème se pose principalement aujourd'hui. Peut-être justement sur plus de transparence et plus de régulation. Aujourd'hui, il y a entre les États-Unis et l'Europe on va dire une différence de logique qui est importante sur la question de la double matérialité, par exemple, qui est prônée par l'Europe et quand on voit que l'ISSB est plus sur la simple matérialité. Est-ce que pour vous c'est un combat important pour crédibiliser cette finance verte ou ça reste quelque chose qui peut être dépassé par d'autres réglementations? Non, je pense que c'est un débat absolument fondamental parce que, si vous voulez, quand il apparaît quelque chose de nouveau et d'un peu disruptif comme l'a été la finance durable ces 10 dernières années, vous avez un système qui est bousculé hein, par cette nouveauté et le système réagit comme tout système. Et ce système, il réagit avec différentes étapes, différentes vagues. La première vague, c'était une espèce de comment dire, de mépris et voilà, on s'est un peu moqué de nous. Enfin, je veux dire, il faut bien le dire. Hein, quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'est bon, ok, c'est les écolos petites fleurs qui s'intéressent à la finance, on va les laisser faire. Donc, ça commence une première vague par le déni et le mépris, c'est-à-dire ces quantités négligeables, on ne s'en occupe pas. Donc ça, c'est la première réaction du système. Ensuite, vous avez une réaction qui consiste à dire ce n'est pas sérieux, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas sérieux. Et donc là, on a eu pendant très longtemps toutes ces questions sur oui, mais la finance durable va détruire de la performance, donc c'est quoi la logique, donc comment est-ce qu'on peut concilier finance durable et performance financière, et donc tout ça n'est pas vraiment très sérieux. Et puis ensuite, vous avez une troisième étape qui est assez intéressante, qui est l'étape de la digestion. C'est-à-dire, ok, on a compris, ce truc-là est là pour durer, on va pas s'en débarrasser, et donc feignons d'en être les organisateurs. Et donc il y a une espèce de digestion par le système de cette finance durable. Cette digestion, elle passe par le fait de dire, eh bien, écoutez, vous allez voir, on va intégrer ces critères-là, ces sujets-là, dans notre logiciel habituel. C'est-à-dire que nous n'allons pas changer le logiciel à aucun moment.
nous restons calés sur la théorie économique classique, consistant à dire que ce sont les marchés qui dirigent, que les marchés sont capables de trouver le bon prix à tout moment de toute chose. Donc il y a cette efficience des marchés qui est là, que l'objectif d'une entreprise, c'est essentiellement de faire du profit et de donner de l'argent à ses actionnaires. Tout ce logiciel-là ne bouge pas, reste tel qu'il est, et on va essayer d'ingérer, de digérer la finance durable à l'intérieur de ça. Et donc, l'ISB, la comptabilité, donc IFRS, et donc tout ce qui est cette question de matérialité financière, c'est exactement ça. C'est se dire, je m'intéresse au sujet ESG à partir du moment où ils ont un impact sur la création de valeur pour l'actionnaire. Et je ne m'intéresse pas à ces critères-là, sinon pas de ces impacteurs. Donc, typiquement, je vais m'intéresser au sujet de l'empreinte carbone des entreprises, mais je vais m'y intéresser uniquement à condition que ça ait un impact sur leur business, prouvé, ou que j'anticipe une évolution de la réglementation ou du prix du carbone à un moment donné qui va avoir un impact sur mon business dans le futur. Autrement dit, je vais regarder par exemple les émissions de carbone dans un pays où je suis sûr qu'il y aura un prix du carbone demain, et je ne m'intéresserai pas aux émissions de carbone dans un pays où il n'y aura pas de prix du carbone demain parce que ça n'aura pas d'impact sur la valeur de mon entreprise. Donc, vous voyez, c'est vraiment, je pense, assez fondamental de comprendre, de voir ça, de voir cette espèce d'absorption, de digestion par le système. Et donc, face à ça, vous avez effectivement une vision de double matérialité. Alors moi, j'aime pas trop la dialectique consistant à dire on a une vision américaine et une vision européenne. Franchement, c'est quand même, c'est vrai en partie, mais c'est vrai au niveau des régulateurs. Mais si on regarde les acteurs économiques et financiers, c'est quand même se moquer du monde, honnêtement. Parce que vous avez aujourd'hui l'essentiel des grands acteurs, enfin, il n'y a pas de différence aujourd'hui entre les grands acteurs économiques et financiers français et les grands acteurs économiques et financiers américains sur ces sujets-là. Enfin, je veux dire, il faut pas se leurrer. Quand vous voyez, De fait, Emmanuel Faber est français à la base, donc. Emmanuel Faber est français. Le courrier que la FEP a envoyé à la Commission européenne pour leur dire que l'ISSB c'était formidable, ce sont des Français qui l'ont fait. Et Total est une boîte française. Bon, donc tout ça, donc cette espèce de fumée, de nuage de fumée consistant à dire nous on est les gentils Européens et vous avez les méchants Américains en face qui veulent détruire la planète. Je crois qu'il faut quand même juste à minima relativiser un petit peu cette vision des choses. Non, on a une vision des choses qui est différente, qui est le monde économique et financier traditionnel qui ne souhaite pas modifier son comportement et qui ne souhaite pas modifier son logiciel et qui donc essaye de persuader, et de s'auto-persuader d'ailleurs aussi quelquefois, qu'il a changé en prenant en compte des questions comme le sujet de la finance durable. Voilà, alors effectivement, le seul endroit où c'est un peu différent, c'est au niveau de la réglementation européenne. Enfin, quand je dis un peu différent, c'est différent. C'est au niveau de la réglementation européenne, parce que là, pour le coup, et je crois qu'il y a eu une véritable prise de conscience et assez significative au niveau de la Commission européenne et des régulateurs européens, et tout ce qui est en train d'être construit autour de ça en Europe, est quand même la construction quand même d'un cadre qui est significativement différent de celui qu'on a eu précédemment. Voilà. Même s'il doit s'accommoder des marchés qui n'ont pas bougé autour, mais quand même, il y a des évolutions très importantes, très significatives sur voilà, c'est la suite du travail qu'on avait fait avec le groupe d'experts Ashleg il y a 5 ans. Hein. C'est vraiment une vision complète consistant à dire les entreprises ont une responsabilité
ont une vraie responsabilité sociale. Elles doivent donc reporter sur leurs impacts ces reportings doivent être disponibles. C'est tout ce qui est aussi single access point, etc. Et donc ces données peuvent être ensuite utilisées par les financiers qui eux-mêmes doivent être transparents sur la façon dont ils intègrent ces sujets-là et avec une vision globale de tout ça qui est une vision de double matérialité, voire de devoir de vigilance qui va s'ajouter à tout ça. Donc on a quand même un cadre global qui est assez cohérent et qui, si on arrive à le mettre en place, modifie quand même les comportements de façon assez significative. Et donc, on a une réaction du système face à ça. Hein. L'ISB, c'est une réaction du système face à ça. Samaria, ton micro est coupé, je crois. Samoria. Ah, c'est mieux? Oui, Là, vous c'est m'entendez? Oui, je voulais demander à Philippe. Ouais. Du coup, vous, en tant que financeur, ces États américains, ça veut dire que vous allez plus investir, enfin, comment ça va se passer? Oh, non, nous, enfin, il n'y a pas de changement pour nous. Bon, d'abord, on n'est pas dans cette liste-là. Euh, pour une raison enfin, parce qu'à mon avis, on est sous les radars et qu'ils nous ont Oui. pas identifiés, donc on n'est pas dans la liste du Texas, mais bon, à la limite, on s'en fiche un peu. Enfin, je veux dire, de toute Il y a façon, 15 États quand même, il n'y a pas que le Texas, il y a 15 autres, enfin, il y a d'autres États oui, mais qui bon, là, s'apprêtent il aussi. s'agit quoi, en fait? De toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est interdire leurs administrations, c'est-à-dire leurs réserves fédérales et les fonds de pension publics de ces États Oui, à travailler avec. Mais bon, en même temps, ces fonds de pension publics de ces États-là, ils n'avaient pas super envie de travailler avec nous avant non plus. Donc, d'accord. ça changera pas grand-chose. En revanche, je pense que ce qu'il faut quand même bien voir, c'est que le secteur privé de ces États-là n'est pas du tout aligné sur ces positions. Si vous voyez, aujourd'hui, l'endroit au monde, dans le monde entier, l'endroit qui est le plus dynamique en termes de développement des énergies renouvelables aujourd'hui, c'est le Texas. C'est l'endroit où se développe Ah le oui, plus d'énergie renouvelable dans le monde. c'est étonnant. Donc, si vous voulez, il faut bien voir qu'il y a cette espèce c'est un jeu, on est dans un théâtre là, hein, et, euh, et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que j'étais aux États-Unis moi, il y a 4 semaines et j'ai pu constater euh, cet optimisme technologique américain absolument délirant, donc où ils sont persuadés qu'ils vont trouver la solution pour résoudre le changement climatique et que donc c'est la technologie qui va nous sauver. Et c'est assez intéressant de voir que sur cette question de la technologie et de la solution, là pour le coup, le théâtre politique s'estompe. Hein. C'est-à-dire que vous avez une alliance en quelque sorte assez objective entre les républicains du Texas et les démocrates de la Silicon Valley. Ils ont plus ou moins le même discours. Alors, les uns parce qu'ils sont anti-énergie renouvelable et qu'ils veulent continuer à pomper du pétrole le plus longtemps possible, et les autres parce qu'ils veulent développer des technologies et qu'ils pensent que c'est eux qui vont dominer la techno. Mais il y a une espèce d'alliance objective là-dessus pour dire la solution au changement climatique est une solution technologique. Et donc, en fait, si on pense ça, eh ben, le système financier qui va permettre de faire d'accélérer ce développement technologique, c'est évidemment un système financier beaucoup plus proche de l'ISSB que de l'EFRAG. Donc c'est cohérent tout ça, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez d'un côté un théâtre un peu politicien, de l'autre Oui, côté une alliance objective de l'ensemble du système économique et financier pour se dire on veut continuer à aller de l'avant, et pour ça, eh ben, il nous faut comme pilier, comme outil essentiel, un système financier qui continue à valoriser l'actionnaire, et une technologie dont on considère que c'est l'alpha et l'oméga de la solution au réchauffement climatique. d'accord. Du fait, on change pas du tout de logique. Non, du tout, du tout. Et c'est assez étonnant parce que moi, justement, je faisais la comparaison. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur un de mes derniers posts LinkedIn, parce que donc pour le coup, j'étais aux États-Unis il y a 3 semaines et puis en Asie les 2 dernières semaines. Et, euh, et donc la situation dans les 3 endroits concernant le l'ESG est extrêmement différente. Donc aux États-Unis, on a ce côté bataille politique autour de l'ESG.
En Europe, on a un ESG qui est extrêmement drivé, enfin piloté par la réglementation. On ne parle finalement, vous voyez, quand on parle ESG aujourd'hui avec des banquiers, enfin, qui que ce soit, ou des journalistes, en Europe, les trois quarts du temps de la discussion, c'est pour parler de réglementation. Alors, qu'est-ce que c'est que SFDR, machin, ceci, ça. C'est très bien, hein, mais à un moment donné, on finit par quasiment oublier pourquoi on fait ça, quoi. Je veux dire, ça devient, on se focalise sur des sujets technico-techniques de réglementation, et quelquefois, on perd un peu la big picture de l'ensemble. Donc, d'un côté, hyper politique aux États-Unis, hyper réglementaire en Europe, et en Asie, eh bien, ils sont toujours complètement obnubilé par la performance financière. Et donc le sujet est celui qu'on a eu en Europe il y a 10 ans, c'est-à-dire est-ce que tout ça, ça va nous permettre de gagner plus d'argent? Donc, vous voyez, et donc on a finalement ces trois éléments-là qui sont très différents selon les continents, mais qui d'une certaine façon se combinent aujourd'hui dans la vision de la finance durable par le système, qui est les implications donc performance financière, réglementaire et politique. C'est vraiment les trois grilles d'analyse que l'on peut avoir aujourd'hui sur ce sujet. Et pour en venir aux normes comptables là, enfin les normes qui sont en train d'être mises en place, comment est-ce que, parce que j'ai pas bien saisi, hein, comment une entreprise, par exemple, côté va articuler entre les normes européennes qui souvent été établies par les FRAC et d'un côté l'ISSB, comment est-ce que ça va se faire? C'est très compliqué parce que Ah les oui. normes européennes, par définition, elles s'appliquent en Europe. Alors, moi, je crois que Pour les entreprises cotées elles sont déjà soumises à l'IFRS, donc du coup, oui, je oui, ne sais pas comment elles vont. Oui, mais oui. bon, l'IFRS, c'est le sujet financier, mais Oui, mais il va y avoir IFRS S1, je ne sais pas si vous avez vu IFRS S1 et IFRS S2. oui, enfin, c'est-à-dire que s'ils intègrent les sujets ISB dans IFRS, ça s'appliquera à tout le monde, bien sûr. Mais non, mais c'est sûr que l'Europe n'est pas en position aujourd'hui d'imposer complètement ses vues. Encore une fois, Mais oui, mais enfin, je crois quand même il faut relativiser un petit peu ça. C'est que moi, je crois, je l'ai dit à plusieurs reprises, je crois en la capacité de l'Europe à fabriquer de la norme mondiale. Je pense que les Européens ont démontré à plusieurs reprises qu'ils étaient en capacité de créer des normes qui ensuite deviennent des normes internationales. Je pense à, je pense à REACH sur la chimie, je pense à UCITS sur les fonds d'investissement, je pense à SFD, GDP, GRPD sur RGPD, RGPD, pardon, RGPD sur la sécurité ou des données, GDPR, comme vous voulez. ou GDPR, voilà. Alors là, c'est pour ça que j'ai mélangé entre les deux, j'étais entre les deux. Donc, c'est sur la sécurité. Tout ça sont devenus des normes qui ont été créées par l'Europe et qui sont progressivement devenues des normes quasiment mondiales parce qu'elles ont été copiées par les autres régulateurs. Et donc, je crois que l'Europe doit continuer à, être, à prendre le risque d'être de l'avant et un peu différent des autres en essayant d'imposer ces normes, enfin en tout cas d'inciter à ce que ces normes deviennent des normes mondiales. C'est évidemment beaucoup plus compliqué dans le secteur financier Oui, parce qu'on a une domination des normes anglo-saxonnes qui est très très forte, notamment avec IFRS. Mais voilà, c'est compliqué. Regardez déjà ce qui se passe avec CSRD, avec la NFR, y compris avec un FRD avant. Donc, vous avez des entreprises qui doivent reporter sur leurs impacts en Europe. Vous regardez, bon, je vous donne un exemple un peu technique, mais nous, on doit, nous, en tant que financiers, faire un reporting là maintenant sur la taxonomie. oui. Euh, mais c'est juste très compliqué à faire parce qu'on doit, Oui. on doit donner le pourcentage de taxonomie de nos portefeuilles. Sauf que les régulateurs nous disent, bah, ce pourcentage de taxonomie, où est-ce que vous devez aller le chercher? Vous devez aller le chercher dans ce que les boîtes vont vous dire. Parce qu'elles doivent le faire puisqu'elles sont soumises à un FRD. Donc toutes les boîtes qui sont soumises à un FRD vont vous donner ces chiffres-là et vous allez les utiliser.
d'accord, on dit très bien, bon, sauf que pour l'instant, on les a pas, mais ok, admettons. Mais dans nos portefeuilles, il n'y a pas que des entreprises qui sont soumises à un FRD. Vous avez évidemment, d'abord, toutes les petites boîtes qui sont en dessous du radar et Oui. qui sont donc pas soumises à ce reporting. Et puis ensuite, vous avez toutes les boîtes internationales qui sont pas soumises à ce reporting. Alors, comment on fait? Eh ben, vous devez appliquer la même méthodologie et aller demander à l'entreprise de vous donner ces chiffres-là. Enfin, vous voyez bien que les entreprises américaines, asiatiques, etc., elles vont pas se décarcasser pour nous donner un chiffre d'adéquation à la taxonomie européenne. Donc, voilà, c'est pas, c'est sûr que c'est pas évident. Est-ce que pour autant il faut laisser tomber ce combat-là et se dire, enfin, et donc faire ce que dit Emmanuel Faber, c'est-à-dire finalement c'est un combat perdu d'avance, donc il vaut mieux accepter le diktat de l'IFRS parce qu'au moins on aura une norme mondiale. Alors certes ça avancera pas beaucoup, mais ça avancera un petit peu globalement, et donc il vaut mieux avancer un petit peu globalement que beaucoup en Europe. Je pense que ce serait une grave erreur. Ce serait une grave erreur de capituler, L'Europe n'a pas la même puissance de frappe parce que l'IFRS c'est déjà imposé. Donc, comme vous disiez, les acteurs financiers, c'est tellement compliqué déjà. Ça paraît plus logique qu'ils aillent faire quelque chose qu'ils connaissent déjà à adapter que à revoir tout leur process de remettre. Enfin, ça me paraît J'entends. entre guillemets plus logique. Hein. J'entends, mais je Ouais. pense que si on abandonne ça, je crois que bon, c'est la fin, c'est la fin de la capacité européenne à vouloir réguler cette question-là. Donc voilà, je suis encore un peu plus combatif, encore un peu combatif. Mais quand même, on a quand même l'impression que c'est beaucoup. Vous dites beaucoup de réglementation, beaucoup de process compliqués. Pour au Non, final, alors, comme vous disiez, les entreprises rapportent. non, Enfin, après, vous n'avez pas d'indicateurs, vous n'avez pas. Enfin, après, je crois finalement, on que, ne sait pas trop sur quoi vous basez. Enfin, parce après, que je c'est pas crois, vérifiable. non, mais après, je crois quand même que un des moi, mon message aux autorités enfin, européennes, c'est de dire, un, il faut continuer à se battre, ça c'est certain, mais deux, probablement, il faut quand même essayer de simplifier un peu les choses. C'est-à-dire que euh, si on veut effectivement que nos normes deviennent des normes mondiales, il faut qu'on arrive à les vendre de façon un peu plus simple. Et donc, c'est certain que quand on construit des usines à gaz extrêmement compliquées, comme c'est en train d'être fait avec la taxonomie, puis SFDR, etc., eh ben, c'est pas comme ça qu'on va réussir enfin, c'est pas glamour, quoi. Hein. Et donc, forcément, vous allez avoir une réaction, y compris en Europe, de gens qui vont dire ah non mais c'est trop compliqué ça. Et donc bon bah si les Américains arrivent à quelque chose de plus simple on va prendre ce que font les C'est Américains. ça, oui. Mais bon, mais non, mais cela dit, je pense quand même que, au-delà de ces aspects-là, je crois que ça a une vertu, c'est de défendre, d'un point de vue un peu plus philosophique, cette question de double matérialité. Vous voyez, par exemple, nous, on est membre de la TNFD. Oui. Euh, la TNFD, on défend bec et ongle au sein de la TNFD la notion de double matérialité, et on va réussir en partie à y arriver. Et donc, si on capitule et qu'on dit non, on laisse tomber ces notions-là, et ben dans toutes les instances, on n'y arrivera pas. Si à la fin, au bout du bout, l'ISB domine et gagne la bataille, très bien, mais est-ce qu'on arrivera, est-ce qu'on pourra malgré tout essayer d'y faire rentrer un certain nombre, enfin voilà, de trouver un compromis, quoi. Je veux dire, il faut qu'on arrive il faut qu'on se batte, c'est un vrai combat, mais je crois qu'il est important. En fait, enfin, je sais pas, mais effectivement, pour moi, j'ai l'impression que si on n'atteint pas la double, enfin, si on n'arrive pas à imposer la double matérialité, au final, la finance, elle s'adapte juste à son environnement, c'est-à-dire changement climatique et qui vont impacter la performance financière. Mais on pourra pas dire qu'il s'agit de la finance verte, en fait. Il s'agit quelque part de la crédibilité de la création d'une dimension effectivement verte ou responsable de la finance, non? Je suis d'accord. Voilà. Sur Rien à ajouter à ça.
Peut-être plus sur le côté français, parce qu'il y a aussi des choses à réformer au niveau français sur la réforme du label ISR. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que on va aller vers des choses qui vous semblent intéressantes ou pas? Parce que finalement, les derniers échos que j'ai pu en avoir, c'était relativement insuffisant comme réforme pour crédibiliser sur un label qui est aussi de plus en plus décrié. Donc vous avez un label qui aujourd'hui ne sert pas à grand-chose dans le sens où le marché l'a rattrapé, c'est-à-dire que il est inférieur à la moyenne du comportement du marché aujourd'hui, quasiment le label ISR. C'est-à-dire que en gros tout le monde peut l'avoir puisque sans même le demander, de fait le marché est arrivé à ce point-là. Donc il ne sert plus à rien. Et pour autant, c'est quand même un tampon public, quoi. C'est un tampon donné par le gouvernement pour dire c'est de l'investissement responsable. C'est grave quand même. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on donne. Enfin, le tampon de l'État, on doit pas le brader, quoi. C'est important quand même. C'est une parole publique. Donc, on donne le label de l'État à quelque chose qui n'a aucun sens aujourd'hui. Et c'est pas moi qui le dis. Ça a été dit dans un rapport hyper violent de l'inspection générale des finances. Je suis pas, c'est pas le révolutionnaire Zawadi qui raconte ça. Ça a été documenté de façon, dans un rapport excellent de l'inspection générale des finances, qui dit c'est du foutage de gueule. C'est ce qui est écrit dans ce rapport. Donc vous avez un rapport de l'inspection générale des finances qui vous dit ça. Vous avez un label public qui donne un tampon à l'investissement responsable. Et qu'est-ce que vous faites derrière? Rien. C'est grave. Moi, je pense que c'est grave. Ah, donc ça veut dire qu'il va pas être réformé. Enfin, c'est ce que vous croyez. La réforme, enfin, en tout cas, de ce qu'on sait aujourd'hui, alors on verra bien ce qu'il en sort. Mais le problème de ce qu'on a entendu de Papa Lardo et des courriers qu'elle a envoyés, etc., il n'y a rien. C'est le néant, quoi. Je veux dire, alors, sous la pression extrêmement forte, d'ailleurs, de l'AFR, en fait, bon, c'est très bien ce que fait l'AFR. Je pense que vous les connaissez. Enfin, ils ont fait une pétition, etc. Et donc ils ont réussi à mettre une pression assez importante. Et puis il y a le FIR, il y a tout le monde qui dit ça. Enfin, je sais pas, moi je le dis de façon un peu violente, mais le message, je pense que tout le monde est d'accord avec ce que je dis là. Hein. Oui, c'est vrai. Tout le monde est d'accord. Enfin, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc il y a eu une pression assez forte qui a été faite, notamment sur les exclusions. Et là, Papa Lardo est revenu avec son truc de on va exclure le charbon et le gaz de schiste. Enfin, soyons sérieux, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde exclut le charbon et le gaz de schiste aujourd'hui depuis des années. Donc, enfin, c'est juste se moquer du monde, quoi. C'est se moquer du monde. Donc, moi, je trouve que c'est très grave. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que ils sont enfermés dans un dilemme, une seringue un peu compliquée, c'est que aujourd'hui la moitié de la gestion française est labellisée ISR. Bon, et donc qu'est-ce qu'ils font? S'ils augmentent le degré d'exigence du label, ça veut dire qu'ils vont être obligés d'annoncer à une grande partie de ces fonds-là qui sont plus labellisés. Accessoirement, d'ailleurs, une grande partie de ces fonds-là sont des fonds monétaires, ce qui est à nouveau une supercherie absolument gigantesque. Et donc, en fait, la seule façon, effectivement, ça serait de dire on veut réduire drastiquement ce nombre de fonds, enfin, réduire de façon significative ce nombre de fonds qui sont labellisés. Puisque là, on va voir quasiment plus de fonds labellisés ISR que de fonds article 8, article 9. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Et donc, le problème, c'est qu'ils n'ont pas envie de faire passer ce message-là que la finance durable française se rétrécit alors qu'ils veulent au contraire dire qu'elle augmente. Donc, ils sont coincés. Donc, ils sont obligés de faire une évolution du label qui ne va changer absolument rien sur le nombre de fonds labellisés par rapport à la situation actuelle. Rien. Tous les fonds qui sont labellisés aujourd'hui seront labellisés demain. Tous. 100%. C'est même pas 99%, ce sera 100%. Donc, ça ne changera rien. Et c'est ce qu'ils cherchent à faire. Bon. Bon, il y avait une voie qui me paraissait intéressante à explorer, qui était de se dire, on va faire plusieurs niveaux. Parce que ça permettait de ne pas, effectivement, enlever le label à des gens qui l'ont déjà, mais de créer un label plus au-dessus,
et que progressivement, ça soit ce label plus qui soit considéré comme le vrai label par rapport à l'ensemble. Donc avoir des degrés, des niveaux différents, un peu à la mode article 8, article 9, si vous voulez. Ouais. Et moi, ça me paraissait intéressant, mais ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire parce que comme c'est de toute façon, enfin, de toute façon, la décision elle se prend entre Papalardo et Valérie Baudson d'Amundi, donc de toute façon, le sujet il est réglé d'avance, quoi. Hein. Mais non, mais c'est ça la vérité, quoi. C'est ça la réalité. Enfin, ou entre Yves Perrier, Augustin de Romanet et le nouvel Institut de la finance durable et Michel Papalardo. C'est ça la réalité. C'est que, enfin, vous voyez, enfin, ce qui s'est passé sur Finance for Tomorrow, c'est exactement la même chose. Ah oui, voilà. Exactement la même chose. C'est le même sujet. C'est le même sujet. Ouais, par exemple, sur Finance for Tomorrow, donc l'idée c'est de le transformer en institut pour la finance durable. Vous pensez que c'est vraiment comment dire, une supercherie. En fait, ça risque d'être vraiment pris par la finance dite classique. Enfin, vous avez dirigé Finance for Tomorrow au début, donc j'imagine que vous étiez aussi un petit peu attaché à cette ambition de Finance for Tomorrow et qui aujourd'hui est en perte de vitesse, c'est ça, et qui risque d'être complètement Franchement, enfin, quelle est la justification de ce qui est en train d'être annoncé là? C'est quoi la justification? Vous aviez Finance for Tomorrow qui était une branche de Paris Europlace. La seule annonce qui a été faite, c'est que Finance for Tomorrow devient l'Institut de la finance durable, donc c'est un changement de nom, qui reste une branche de Paris Europlace. Donc il n'y a aucun changement d'un point de vue gouvernance, enfin structure. Quoi. Vous avez toujours, en fait c'est un changement de nom. Quoi. On a changé de nom, sauf que en parallèle du changement de nom, on dégomme, on tue le conseil d'administration de Finance for Tomorrow, qui était un conseil d'administration qui était élu par les membres, donc qui avait une certaine un certain poids d'un point de vue gouvernance, quoi, voilà, donc, et dans lequel il y avait essentiellement des gens extrêmement motivés par les sujets de la finance durable, parce que c'était une élection, et donc vous vous retrouviez avec un conseil d'administration vous voyez aujourd'hui avec des gens quand même assez, avec comme des gens comme Benoît Leguet, comme Alain Grandjean, comme voilà donc des membres du Haut Conseil pour le climat, mais même voilà Thierry Déaut et d'autres, enfin sont des gens qui étaient motivés par le sujet. Alors certes, c'était pas des CEO, des patrons de grandes banques ou de grandes industries, mais en tout cas, c'était ceux qui faisaient bouger la finance durable dans sa réalité. Hein. Même si, honnêtement, franchement, par ailleurs, moi je trouve que ça n'allait très clairement pas assez loin par rapport à ce que j'aurais souhaité. Je trouve que ça s'est plutôt édulcoré ces dernières années. Mais malgré tout, vous aviez quand même un endroit où on essayait d'avancer sur ces sujets. Est-ce qu'il pourrait y avoir une coalition justement aussi d'investisseurs, alors pas que Mirova, est-ce qu'il y a des justement Meridiam ou d'autres qui pourraient commencer à faire une petite fronde? Ouais, mais vous savez, les frondes, ça marche pas dans notre système. Je veux dire, il faut, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Hein, parce qu'il y a trop les gens sont liés les uns avec les autres. Je veux pas parler, je suis pas complotiste, hein, mais c'est pas, je veux dire, c'est juste un constat quand vous êtes, je les critique même pas. Je trouve que quand vous êtes BNP, vous allez pas. Moi, j'ai parlé pendant ces dernières semaines à BNP, à AXA, sur le fond. Ils sont complètement d'accord. Enfin, quand vous discutez avec les gens des équipes juridiques et ESG d'AXA, la première truc qu'ils m'ont dit, oui, le rapport Perrier, c'était nul, c'était juste fait pour ça fait l'unanimité. Les commentaires, mais enfin, vous voyez, c'est un rapport qui est nul. Oui. Tout le monde sait qu'il est nul. Il n'y a rien dans ce rapport. Il est vide, il est nul. Bon. Mais qu'est-ce que vous voulez? AXA, ils vont pas dire publiquement le rapport Perrier est nul. Enfin, et je les comprends. Et BNP, c'est pareil. Ils sont dans Europlace, ils sont dans toutes ces instances. C'est un gros acteur de toute façon. Eux, en tant que gros acteurs, ils savent que leur voix de toute façon va être entendue à un moment donné, parce qu'ils ont un accès direct à Bruno Le Maire, à machin, etc. Donc,
quel intérêt vous voulez qu'ils aient à se manifester? Et les petits acteurs, bah oui, alors la fronde des petits acteurs, alors si on est toujours, on essaye de réunir LBPAM, Sycomore et Mirova, et puis ouais, mais enfin, vous voyez bien que ah ouais, bon, de toute façon, ça c'est les ayatollahs de l'écologie. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est compliqué, quoi. Hein. C'est vraiment compliqué. Quels sont vos rapports avec Bercy, du coup? Moi, j'aimerais bien savoir comment Bercy s'inscrit dans cette bataille. Le problème, c'est que Bercy, aujourd'hui, moi, je ne sais pas qui c'est, en fait, sur ces sujets. Parce que... D'accord. Non, il n'y a plus personne à la manœuvre. Avant les présidentielles, moi, j'en parlais directement avec Olivia Grégoire. Donc... et son cabinet, bon, alors ça valait ce que ça valait, mais on arrivait à avoir, enfin en tout cas au moins à minima, je pouvais exprimer mon point de vue et je savais qu'il arrivait aux oreilles d'une ministre. Et donc voilà, donc et puis précédemment, on avait au sein du cabinet de Bruno Le Maire, alors là c'était avant Olivia Grégoire, on avait au sein du cabinet de Bruno Le Maire Emmanuel Monet qui était très très impliqué et qui connaissait très très bien ces sujets. Là aujourd'hui, honnêtement, je sais pas qui c'est. Enfin parce que vous avez les sujets de l'économie, vous avez en plus Marlène Schiappa maintenant aussi sur ces sujets d'économie sociale solidaire, etc. Mais elle est rattachée. Mais on ne sait pas très bien. La finance durable, c'est pas trop son sujet. Là, elle organise une conférence début décembre là à laquelle elle m'a invité à participer là sur ESS et finance, mais qu'elle co-organise avec Bruno Le Maire. Mais vous voyez, c'est compliqué de savoir aujourd'hui. Je ne sais pas qui est l'interlocuteur sur les questions de finance durable aujourd'hui. Je ne sais pas. Et dans le cabinet de Bruno Le Maire, il y a plus personne. Je pense qu'il y a quelqu'un dans le cabinet de Bruno Le Maire, mais honnêtement, j'ai pas de contact, moi. Parce que j'avais l'impression que lui avait aussi envie quand même de reprendre aussi le sujet, mais en tout cas dans ses discours. Mais c'est vrai que ça se traduit pas en tout cas dans l'organigramme du ministère. J'ai pas le sentiment, quoi. Honnêtement, en tout cas, j'ai pas. Moi, j'ai pas. J'ai perdu contact aujourd'hui. Hein. Eh ben, ça promet. C'est pas rassurant. Sur le Climate Finance Day, peut-être pour terminer, vous avez des attentes aujourd'hui oui, c'est ça. Je suis presque étonnée que vous n'y soyez pas là tout de suite. Non, je vais pas. Moi, je pensais que ça serait depuis là-bas, en fait. Non, j'ai hésité un instant parce que vous savez, ils m'ont sollicité pour être sponsor en fait. Et les sponsors, les plus gros sponsors avaient en contrepartie le droit à faire un keynote donc d'avoir un 15 minutes de speech dans le programme. Et donc, à un moment, j'ai hésité. Je me suis dit bon, allez, je vais leur donner 50 000 euros et je vais aller faire un keynote de 15 minutes pour dire à quel point l'Institut de la finance durable est une très bonne idée. Mais bon, voilà, j'arrête de faire ça parce qu'à un moment donné, enfin, vous voyez, ça devient un peu stérile, quoi. Hein. Donc non, on participe. Il y a une table ronde dans laquelle il y a ma directrice générale déléguée, Anne Laurence, qui participe là, sur la partie biodiversité, parce que bon, ça c'est un sujet qu'on a suivi depuis le début, et donc on participe à la table ronde. Il m'avait invité, mais j'ai décliné. C'est Anne Laurence qui va le faire. Mais le climate honnêtement, le programme, enfin, je veux pas, enfin, si vous avez vu le programme, vous allez y aller, vous allez regarder un peu ou. Mais c'est je vais peut-être faire un tour cet après-midi. Pardon. Mais Samoria, excuse-moi, c'était hier, non? Non, c'est aujourd'hui. Ah non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pourquoi il y a écrit le 26 octobre, 7e édition? C'est le 27 à la Bourse de Paris. Non, c'est le 27. Bon, c'est jusqu'à ce soir, hein. Honnêtement, c'est faible quand même, hein. Ouais. Enfin, je sais pas. C'est pour ça que j'ai hésité, parce que j'ai fait le programme. Moi, c'est pas les chances. C'est vraiment pas pour toi, Béatrice, très très faible, quoi. C'est-à-dire dire ok, c'est bon, maintenant on a des solutions, on va vous les. Enfin, c'est assez. C'est vraiment light. Hein. C'est un peu la tarte à la crème de la conférence finance durable. Hein. Quand vous regardez le truc, tous les sujets, c'est vraiment la tarte à la crème.
c'est un peu triste parce que moi, je me souviens, bon, voilà, je suis un peu nostalgique parce qu'on avait, c'est vrai que les premiers Climate Finance Day qu'on a travaillé, quand on travaillait sur les programmes avec Pierre Ducré et Anne-Claire, ben, ça avait quand même un peu plus de gueule parce que parce qu'on essayait à chaque fois de porter un message politique, c'est-à-dire d'avoir, il y avait un fil rouge global et on essayait de porter un message politique. Euh, et de le traduire par une conférence. Là, il n'y a pas de message globalement, enfin, à part le message un peu bisounours de coucou, on a des solutions, quoi. Mais c'est quand même faible, quoi. Et puis avant, il y avait les annonces. Maintenant, on a l'impression aussi que bah, les annonces ont été faites. Maintenant, la question, c'est Exactement. vraiment la mise en œuvre, hein, parce que je pense qu'il y a certains ont signé des engagements qu'ils n'ont pas compris, enfin, dont ils n'ont pas compris toutes les implications. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a plus de, il y a même plus d'annonces en fait qui vont être faites. Donc, c'est vrai que moi, j'ai laissé un peu tomber le Climate Finance Day, mais c'est dommage parce qu'effectivement, avant, c'était un peu le rendez-vous pour remobiliser la finance sur ces questions-là et notamment On sur les avait, questions de biodiversité. Je pense qu'il on y avait a, des, il y a pas mal de choses à faire. on avait des règles extrêmement claires, hein. On n'invitait pas on invitait des dirigeants que s'ils avaient une annonce importante à faire. Extrême. C'était la règle. Et donc, on avait déconnecté le sponsoring Enfin, il y avait il y avait un programme qui était constitué, puis il y avait des sponsors. Et les sponsors, ils n'avaient pas le droit à venir parler, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas comme ça que ça marchait. Donc après, ils avaient le droit de pas sponsoriser s'ils avaient rien à dire, mais il y avait un lien quand même entre les. Là aujourd'hui, vous payez, vous avez le droit de parler, quoi. Donc c'est une conférence, voilà, c'est une conférence comme il y en a des dizaines, voilà. Mais c'est pas, on peut pas dire que c'est l'endroit où on fait bouger les choses sur la place de Paris aujourd'hui. Enfin, je sais pas on va voir ce que les ONG vont en faire, mais parce Ben que justement, à propos des ONG, est-ce que finalement, ce sont pas eux qui vont faire bouger les choses finalement? bah, je suis. La réglementation et tout, finalement, on a l'impression que c'est eux qui arrivent à faire bouger, en fait, finalement. Moi, je suis très, enfin, enfin, vous savez, c'est mon credo depuis assez longtemps, qui est de dire, je pense qu'il faut une alliance entre ceux qui veulent changer les choses de l'intérieur et ceux qui font la révolution à l'extérieur. Donc, il faut qu'on se parle et qu'on fasse une alliance entre les deux. Il y a que comme ça qu'on y arrive. Et donc, moi, je parle aux ONG, enfin voilà, moi, Lucie Pinson, c'est une alliée pour moi, ça n'a jamais été une ennemie, quoi. Je ne peux pas considérer que c'est une ennemie. À partir du moment où on considère que les ONG sont nos ennemis, enfin, c'est terminé. Après, je sais qu'on parle de deux mondes différents, on parle de deux positions qui sont différentes. On sera évidemment jamais d'accord à 100% sur tout, mais, mais pour moi, c'est une alliée de l'extérieur de la même façon, et je pense que pour elle, elle considère que je suis un allié de l'intérieur. C'est comme ça qu'il faut qu'on fasse bouger le système, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Il y avait Valérie qui avait envoyé 3 questions sur la taxonomie. Qu'est-ce que cela change concrètement pour les établissements et entreprises? Les entreprises et établissements financiers ont vu une évolution du marché des obligations vertes depuis l'entrée en vigueur de la réglementation européenne et voyez-vous arriver des taxonomies dans d'autres régions du monde? Je vous ai parlé un peu de la taxonomie tout à l'heure et la difficulté de mise en œuvre. Bon, d'abord, moi, je pense que première des choses, c'est qu'il faut la terminer, la taxonomie, parce que je veux dire, tant qu'elle est à moitié faite ou un tiers faite, ben, je trouve que c'est un peu, enfin, il y a un moment où il faut quand même aussi, voilà, dire, on peut pas exiger des gens de reporter, de s'adapter quand les choses sont au milieu du gué. Donc, il faut aller au bout. Donc, voilà. Donc là, il y a un nouvel, la plateforme Finance Durable va être renouvelée là. Je pense qu'on va candidater. Voilà, il faut aller au bout. Il y a pour l'instant deux catégories sur 6 de taxo qui ont été publiées. Il faut que ça se termine. Ensuite, on verra le reporting qui se met en place. Est-ce que ça change les choses? Oui, moi je pense que que c'est des éléments de pression qui sont importants.
Bon, après, sur la question sur les obligations vertes, je pense que ça fait référence au nucléaire notamment et au fait que effectivement on va avoir des obligations vertes d'EDF pour financer le nucléaire. Bon, voilà, nous on les achètera pas. Après, ils peuvent toujours les émettre, mais de toute façon, ça change pas trop ce que ça va changer. Mais je pense que ça changera pas. Enfin, que ceux qui n'en achetaient pas avant continueront à ne pas en acheter. Hein. Je crois pas que que le fait que que le nucléaire soit dans la taxonomie va changer le point de vue des fonds d'investissement responsables ou des fonds verts sur la question du nucléaire. Voilà, donc nous, on continuera en tout cas à ne pas investir sur enfin, à avoir une vision de la taxonomie qui est la vision initiale, c'est-à-dire sans gaz et sans nucléaire. Et dans des taxos dans d'autres régions du monde, il y en a, oui, il y en a plusieurs. On pense évidemment tout à la Chine. Heureusement. Il y en a, il y en aura. Voilà, il faut ensuite que qu'on essaie de trouver des ponts et des façons de se parler entre régulations. On peut dire ça de la taxonomie, on peut dire ça de la régulation aussi. Vous avez la régulation de la SEC qui est en train de se mettre en place maintenant sur les catégories de fonds. Les trois catégories de la SEC seront différentes des trois catégories de la SFDR, on le sait, ça sera pas exactement la même chose, mais après il faut qu'on arrive à trouver des traducteurs qui permettent de passer de l'un à l'autre, qui permettent de se comprendre, parce que sinon effectivement pour les acteurs du monde financier ça devient inextricable. Donc c'est le message, nous, à chaque fois qu'on a des consultations de la part des régulateurs, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a répondu à la SEC dans la consultation de la SEC en disant c'est très bien, mais regardez l'argumentation européenne, faites en sorte qu'il y ait des ponts, qu'on puisse comprendre la logique entre les différentes régulations. J'avais une question, peut-être, on va se terminer peut-être, mais sur les questions de la société à mission. Donc, Mirova est une société à mission. Vous avez poussé pour que Orpea devienne société à mission. Vous avez aussi travaillé sur la protection de la mission pour Danone. Aujourd'hui, Antoine, oui, c'est Antoine Ribou qui dit que la société à mission, finalement, c'est un objet marketing. Comment est-ce que vous voyez ça par rapport à vous, votre engagement et l'investissement dans cette démarche-là? Voilà, je vais répondre en deux parties. La première, c'est que Ribou, il ferait mieux de régler ses problèmes de gouvernance et ses problèmes personnels avant sans essayer de trouver un bouc émissaire pour, je veux dire, les problèmes de gouvernance chez Danone, enfin, depuis Faber, hein, Ribou et les autres, et quelques autres utilisent cette question de la société à mission comme un alibi, pour, régler leur bagarre de gouvernance et leur bagarre de pouvoir. Donc, ça va, quoi, hein, soyons sérieux 2 minutes, quoi. Donc ça, c'est juste, je pense qu'il faut juste balayer ce truc-là. Moi, ça m'intéresse pas. Alors après aussi, la seule chose qui m'intéresse là-dedans, c'est quelle va être la réaction de Guillaume Pépi. C'est ça. Non, pardon, de François Lamy, pardon. De François Lamy, qui est le président du comité de mission. Voilà. Donc, qu'est-ce que va dire François Lamy? Comment il va se positionner par rapport à ça? Enfin, je veux dire. Je sais pas, il devrait démissionner, quoi. Dire, écoutez, dans ces conditions-là, si vous considérez que c'est un objet de marketing, moi, je suis pas là pour mettre ma tranche sur un objet marketing. Donc, j'attends la réaction de François Lamy sur ce sujet. D'accord. Mais franchement, c'est quand même, enfin, ça, c'est vraiment c'est pas sérieux, quoi, de la part de Ribou d'utiliser cet objet-là pour régler ses problèmes perso. Après, sur le sujet plus de fond de la société à mission, moi, je trouve que c'est un objet très intéressant. On l'expérimente. On est toujours dans l'expérimentation. Hein, il faut quand même, faut le reconnaître. On n'est même pas 1000 sociétés d'émission en France. Moi, je trouve que c'est un objet très intéressant de transformation un peu plus profonde de comment les entreprises sont gouvernées. Et donc, voilà, je pense que ça a de l'intérêt de creuser ce sujet-là. Après, si on veut vraiment y arriver, je pense qu'il faut plusieurs choses. Un, il faut
sortir ce sujet-là de la niche dans laquelle elle est aujourd'hui, dans laquelle il se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire, y compris pour les pouvoirs publics, ils ont introduit cette notion de société à mission un peu à la mode. Ça sera le nouvel ESS, quoi. Enfin, c'est le petit truc. C'est quand même fait pour des gens très particuliers, quoi. Hein, et donc, il faut qu'on arrive à sortir ça de ça. Et ça, c'est pas facile parce que, notamment pour les sociétés cotées, on voit bien que ça fonctionne pas. Et donc, ça reste effectivement restreint à des entreprises super motivées, du monde de l'impact, voilà. Et quand c'est pas le cas, on a des risques d'impact washing qui sont assez forts. Vous avez vu, donc là, on vient de parler de Ribou, mais vous avez vu les articles aussi sur Brice Rocher, c'est un peu la même chose, quoi. Hein. Bon. Donc voilà, donc il faut que cette démonstration, cette expérimentation, on arrive à bien montrer que c'est quelque chose qui a vocation à être un objet qui s'applique à toutes les entreprises, à beaucoup d'entreprises et pas à une niche d'entreprises à impact, sinon ça servira pas à grand chose. Bon, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut passer ça au niveau européen. Donc là, c'est ce que je suis en train d'essayer de travailler, puisque le conseil d'administration de la communauté des entreprises à mission m'a confié ce rôle-là au sein de la SEM, et par ailleurs, j'ai le même rôle au sein du MIF, du Mouvement Impact France. Donc j'ai réuni les deux commissions MIF et SEM, et on travaille maintenant ensemble de façon conjointe à réfléchir à un plaidoyer européen pour la transformation de l'économie à impact et donc un statut de l'entreprise à impact au niveau européen. Même si les visions du MIF et de la communauté d'entreprise à mission ne sont pas exactement les mêmes, il y a des différences. Mais enfin voilà, je trouve tellement absurde de ne pas travailler ensemble là-dessus qu'on essaye d'avancer dans cette direction-là. D'accord. Très bien. Bon. On était en petit comité, mais c'était très intense. Toujours intéressant. Merci en tout cas, effectivement, pour toutes ces précisions. Donc, avec plaisir, n'hésitez pas. On reviendra vers vous très certainement pour d'autres événements de l'AJE, probablement en live, enfin je veux dire en présentiel, comme on dit. Voilà. Sinon, dans ma page de pub, donc vous avez vu, j'ai sorti un bouquin la semaine dernière qui s'appelle Discours sur l'état de l'Union. Si ça vous amuse, vous m'envoyez ça vous amuse de lire et de regarder. J'ai imaginé le discours d'état de l'Union du président des États-Unis en janvier 2034. Ça parle essentiellement de climat. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez votre adresse et je vous l'envoie. J'ai commencé à le lire, je n'ai pas terminé encore, mais... Ça m'intéresse voilà. énormément. Et puis le deuxième actu, c'est les podcasts So Good qu'on a commencé à diffuser. Donc il y en a un qui s'est paru avec Benoît Leguet, un avec Eva Sadoun et un avec Alain Carcinti sur le sujet de crédit carbone. Et les prochains à venir avec Sylvie Goulard, Dominique Bourg et quelques autres. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. On vient de rester encore une petite minute, Ouais. même si Philippe nous quitte. Au revoir, Philippe. Ok, au revoir. Voilà.